On appelle le troisième pitch. Donc c'est Vision Automobile Paris, journée. Alors, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de me présenter, je vais présenter Stéphane Richard, qui est mon collègue associé au projet Vision Automobile Paris, et puis mon équipe ici présente avec moi aujourd'hui. Alors, je m'appelle Florian Gravou, je suis cofondateur de Vision Automobile Paris. C'est un projet technologique et industriel. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, le constat qui nous amène aujourd'hui à cette réunion liée à la mobilité au BioGNV, c'est l'avenir de la mobilité. Qu'est-ce qui se présente à nous? Quel choix on a en face de nous? On parle beaucoup de la pile à combustible, d'hydrogène, de l'électricité. Donc le but de Vision Automobile Paris, c'est de développer une motorisation thermique de nouvelle génération au biométhane. Et on parlera aussi un peu d'hydrogène. En ce qui concerne la technologie, notre but, c'est de développer un moteur au biométhane dédié spécifiquement à cette énergie-là. C'est-à-dire, on a un processus de développement incrémental basé sur l'optimisation de plusieurs points techniques sur la motorisation thermique d'aujourd'hui, que vous pouvez voir à l'écran, et qui a fait aujourd'hui l'objet de plus de 800 heures d'études, et notamment avec l'aide de l'IFP School et de mon collègue Stéphane Richard, qui continue de développer cette technologie-là. Notre but, c'est de pouvoir intégrer dans un moteur thermique un système de préchambre qui nous permettrait vraiment d'optimiser l'énergie biométhane au maximum. On arrive donc aux chiffres qui s'offrent à nous, avec un constat qui est sans appel, puisqu'on a un facteur 3, on serait 3 fois moins polluant en utilisant le biométhane dans nos moteurs par rapport à un moteur classique essence. On peut voir sur la slide à votre droite la comparaison avec la mobilité électrique, qui n'est pas aujourd'hui, on parle du puits à la roue, la solution la plus adéquate, et une parenthèse sur l'hydrogène qui pourrait être une solution intéressante, mais à plus long terme, vis-à-vis de la maturité aujourd'hui qui n'est pas encore à son maximum. Alors, notre but, c'est de développer une technologie qui soit adaptée dans un premier temps à l'exigence de nos clients, c'est-à-dire à l'hypercar, un secteur très porteur aujourd'hui, mais on aimerait en fait valoriser cette technologie pour l'adapter et la dupliquer à d'autres secteurs de la mobilité de demain, donc tous les secteurs de la mobilité, y compris le motorsport, le nautisme, l'agricole, mais aussi le rétrofit, comme on a pu le voir avec le projet Biogas for Life juste avant. Donc vraiment, voilà, c'est le but du projet, de créer une technologie, adresser un marché de niche, certes, mais de le dupliquer après au plus grand nombre qui pourraient être intéressés par cette mobilité. Comment on doit s'y prendre? On a la chance aujourd'hui dans le projet d'avoir un partenaire français qui est Pipo Moteur, un grand motoriste français, qui nous a permis de récupérer une base déjà existante, un moteur V8 fonctionnement à l'essence, un 3,5 litres, et de le développer pour l'adapter au biométhane. Donc ce serait un moteur qui développerait 1000 chevaux voilà, dans notre véhicule. Quoi de mieux aujourd'hui pour valoriser cette technologie que le fleuron de l'automobile, un peu à l'instar de la Formule 1, c'est-à-dire l'hypercar, pour vraiment mettre en valeur ce produit-là, un véhicule qui serait vraiment très identitaire avec un design spécifique, inspiré des véhicules de course des 24 heures du Mans, avec des chiffres impressionnants, une vitesse de 380 km/h, un 0 à 100 en 2 secondes 7, un véhicule qui serait produit à l'horizon 2025 à 80 exemplaires, avec un intérieur épuré, vraiment une vitrine technologique qui nous aiderait à promouvoir cette énergie-là qui est aujourd'hui malheureusement un peu trop basée sur le secteur agricole. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui notre objectif. Il ne faut pas l'oublier, on a une équipe et c'est un projet français. On est constitué d'une quinzaine de personnes dans l'équipe avec des backgrounds différents mais complémentaires pour mener à bien le projet. On a 3 pilotes professionnels aussi qui nous accompagnent, dont des pilotes qui ont déjà gagné les 24 heures du Mans. Des partenaires, une dizaine de partenaires pour mener à bien le projet, que ce soit sur la production
de l'auto et tous les aspects techniques qui s'y accompagnent, mais aussi la réglementation, la technologie, etc. Donc voilà, je suis ouvert à toutes vos questions. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou en ligne? Oui. Bonjour, moi j'ai une question sur votre stockage. Ouais. Vous serez en compressé ou en liquide? Et c'est bouteille type 1 en métal ou type 4 en composite? Et voilà, quelle pression vous avez? Et est-ce que vous avez pensé au gaz naturel adsorbé avec du charbon actif pour réduire la pression? Alors en ce qui concerne le stockage, pour le véhicule de route, donc l'hypercar, on serait en compressé 250 bars. Voilà, donc le véhicule, il contiendrait 300 litres de carburant divisé en 2 bonnes. Pour les essais purement performance, on pourrait stocker donc le biogaz en forme liquide, puisqu'il s'embarquerait moins de masse embarquée dans le véhicule. Mais, et sinon, par rapport au biogaz avec le charbon actif, on n'a pas encore réfléchi à cette piste, mais c'est intéressant et je pense qu'on pourra peut-être en parler, parce qu'on est ouvert à toutes les solutions qui s'offrent à nous. Voilà. Très bien, mais c'est clairement effectivement un point important. Il y avait une autre question? Oui. Bonjour, Frédéric Audinel, animateur régional. J'accompagne pas mal de transporteurs routiers qui ont la même technologie et leur problème, leur problématique, c'est l'autonomie. Donc, oui. Si vous voulez faire les 24 heures du Mans, oui. ou les 24 heures, oui. Vous avez une autonomie de combien? Alors nos études, par exemple, se sont basées sur le sport auto, donc typiquement sur des études de consommation et de performance sur le circuit du Mans, des études théoriques. Mais on aurait, avec un système de stockage, cette fois-ci liquide, parce que je parlais de l'application performance, l'application course, le liquide s'y prêterait vraiment le mieux, on aurait une autonomie de 13 tours avec 150 litres de carburant embarqué qui, en fait, serait l'équivalent de 75 litres d'essence, comme les autres catégories de véhicules peuvent faire aux 24 heures du Mans. Voilà. Okay. Et après, sur l'autonomie route, on serait sur une autonomie visée de 450 km, qui, il faut le comprendre, est lié à une utilisation spécifique. C'est un véhicule quand même de loisir, c'est pas un véhicule pour aller au travail, mais avec 300 litres de carburant, on aurait au moins 450 km d'autonomie en gazeux pour une application route. Merci. Il y avait une question en ligne, c'était la même. Quelle autonomie pour ce type de véhicule? Donc, on a répondu à la question. Une autre question? Oui, bonjour, Eric Barbarou. Je voulais savoir si vous avez idée de ce que les autres constructeurs automobiles ont dans les cartons sur le sujet. Je pense aux constructeurs sportifs ou aux marques sportives. Oui. Oui, alors pour l'instant, on voit pas beaucoup de développement sur ce segment de la part des autres constructeurs. Après, des constructeurs généralistes qui ont développé des moteurs pour le gaz ou fait des adaptations de leurs moteurs pour le gaz, il y en a un certain nombre. Il y a Volkswagen notamment qui l'a fait et qui a aussi fait des applications en compétition. La particularité de la technologie qu'on veut développer, elle a été esquissée par Florian. On veut être capable d'extraire ce qui s'est développé récemment dans les catégories de Formule 1 ou les 24 heures du Mans. Donc sortir ces technologies et les adapter à l'application biométhane. Il y a un certain nombre de projets européens qui ont été financés ces dernières années et qui ont pu faire des démonstrateurs et montrer que ces technologies permettent d'atteindre des rendements qui sont entre 40 et 50%, ce qui est extrêmement élevé. C'est-à-dire qu'on a des rendements qui sont clairement, par exemple, compétitifs de piles à combustible. Voilà. Et donc c'est un peu la particularité de notre projet par rapport à ce qui se fait quand on fait du rétrofit, quand on fait de la conversion. La question qu'on s'est posée, nous, c'est pas on a des moteurs et on veut les convertir. La question, c'est quel est le bon moteur, le meilleur moteur pour fonctionner au biométhane. Voilà. Et ça, c'est des questions qui se sont rarement posées. Vous regardez tous les moteurs du marché aujourd'hui, vraiment des moteurs essence, qui sont adaptés, à minima, je dirais, pour fonctionner au biométhane. Donc notre objectif, et c'est là-dessus qu'on a travaillé, de déterminer une architecture de chambre de combustion qui soit dédiée et qui permette de tirer les meilleurs rendements.
Voilà. Alors cette architecture de chambre de combustion, il s'avère qu'il y a des communalités aussi avec l'hydrogène. C'est pour ça qu'on a aussi regardé la partie hydrogène. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'incitation aussi à regarder l'hydrogène. Ce qu'on a affiché très rapidement tout à l'heure, c'était des analyses de cycle de vie sur l'ensemble de la vie du véhicule. Donc on prenait en compte donc les grammes de CO2 par kilomètre qui étaient affichés. On prenait en compte la fabrication du véhicule, l'utilisation sur l'ensemble du cycle de vie avec l'ensemble du cycle aussi du combustible, donc le CO2 pour la production aussi du combustible, les émissions du coup du réservoir à la roue, mais également le recyclage. Donc on a pris en compte, tout ça. Ce que vous avez pu voir aujourd'hui, c'est que finalement un véhicule qui fonctionnerait au biométhane est mieux placé qu'un véhicule, dans les segments qu'on a regardés, beaucoup mieux placé qu'un véhicule électrique, en prenant en compte en plus un mix énergétique qui est très favorable, qui est le mix énergétique français, où on a beaucoup de nucléaire, donc une électricité très peu carbonée. Si on fait cette projection sur un mix électrique européen, ou même des projections du mix électrique européen à 2030, on est évidemment très largement meilleur. Et ce qu'on a regardé aussi avec l'hydrogène, c'est si on fait de l'hydrogène vert demain avec un mix éolien, hydraulique et photovoltaïque, en fait, on s'aperçoit qu'en utilisant le biogaz, on est aussi meilleur sur l'ensemble du cycle de vie. Alors, c'est peut-être une surprise pour personne, mais voilà, on a fait cet exercice sur nos produits pour montrer. Et pour nous, voilà, c'est très important justement de montrer, parce que je pense que l'opinion publique, elle est vraiment pas consciente de ces chiffres, en fait, qui sont assez peu publiés. Voilà. Très bien, en fait, c'est des chiffres qu'on commence à voir, peut-être pas publiés, mais en tout cas commentés. On le voit sur le cycle de vie, en particulier des voitures électriques, et la partie émissions de gaz à effet de serre dans la partie construction, assemblage de la voiture. C'est-à-dire qu'avant même qu'elle rentre en service, elle a déjà un bilan carbone qui est très, très négatif, ou en tout cas qu'il faut arriver à compenser. Ouais. D'autres questions? Il y a une... Pour rester sur l'analyse du cycle de vie et les bilans carbone, c'est mon métier. Est-ce que vous avez vu l'étude qu'ils ont fait en Californie sur la flotte de poids lourds au bio-GNV, où ils ont plus de 93% de bio-GNV dans les réservoirs, et ils atteignent un bilan carbone qui est négatif. Virtuellement, en gros, on réduit le réchauffement climatique en brûlant du méthane qui vient des centres de stockage, des unités de méthanisation du territoire, parce que on a une substitution d'engrais chimiques par du digestat. Dans l'analyse complète du cycle de vie, eux, ils arrivent à être négatifs. Et est-ce qu'on a des études comme ça en Europe ou en France? Alors, il y a une étude qui a été très récemment publiée par l'IFP pour l'ADEME. C'est un financement ADEME, donc c'est l'IFP à Paris qui l'a faite, et qui est plutôt basée sur des véhicules automobiles. Voilà. Donc, c'est pas sur du poids lourd, c'est des véhicules automobiles. Et donc, qui montre effectivement des chiffres et qui montrent des comparaisons à des véhicules électriques, avec les projections aussi des véhicules électriques à 2030 qui seront meilleurs, évidemment, et avec des comparaisons aussi à d'autres carburants liquides durables par différentes voies. Effectivement, le biogaz, ça reste toujours le véhicule en pole position, ou dans les deux meilleures solutions de propulsion, y compris avec toutes les projections qui sont faites à 2030. Donc c'est déjà le meilleur en 2019 et ça restera le meilleur en 2030. Moi, je pense que ces études, elles ne sont pas assez relayées. Il y a vraiment une problématique de communication autour de ces sujets et qui ne nous aide pas non plus, et qui n'aide pas typiquement les projets comme le nôtre, parce que quand on vient voir des investisseurs, en fait, on nous parle souvent de H2 et on est dit il faut faire du H2. C'est aussi pour ça qu'on le regarde, mais on croit beaucoup dans la solution biogaz. Très bien. Merci beaucoup. Merci et bravo. Merci à vous. Merci.